En 1768, dans les registres notariés d'une plantation de Louisiane française, une ligne fut rayée d'un trait si violent que la plume transperça le papier. Cette ligne contenait un nom, un prix et une vérité que 3 générations tenteraient d'effacer. Mais certains secrets refusent de mourir, même enterrés sous des décennies de silence et de cendres. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce qui suit est un récit qui traverse les frontières du temps et de la morale, et nous voulons savoir où résonnent ces échos du passé. La Louisiane française de 1768 était un territoire suspendu entre 2 empires. Depuis le traité de Paris de 1763, la France avait cédé la majeure partie de ses possessions nord-américaines, mais l'administration coloniale demeurait française dans l'âme et dans les coutumes. Les plantations de canne à sucre et d'indigo s'étendaient le long du fleuve Mississippi, enrichissant une classe de propriétaires terriens qui vivaient selon un code strict mêlant catholicisme rigoureux et pragmatisme économique brutal. Dans la paroisse de Saint-Jacques, à environ 80 km au sud de la Nouvelle-Orléans, se trouvait le domaine de Belvédère. Ce n'était pas la plus grande plantation de la région, mais elle possédait une réputation particulière. Son propriétaire, M. Étienne Valcourt, était connu pour sa piété ostentatoire, autant que pour la discipline inflexible qu'il imposait à ses esclaves. Valcourt avait hérité du domaine de son père en 1752, à l'âge de 28 ans, et l'avait transformé en une entreprise prospère, produisant principalement de l'indigo, cette teinture bleue si prisée en Europe. La maison principale de Belvédère se dressait au sommet d'une légère élévation, une structure en bois peint en blanc, avec une large galerie couverte qui faisait le tour du premier étage. Derrière la maison s'étendaient les quartiers des esclaves, alignement de cabanes en bois brut où vivaient les 87 âmes qui faisaient fonctionner la plantation. Plus loin encore, les champs s'étendaient jusqu'aux cyprières, ces forêts marécageuses où l'eau sombre reflétait les arbres couverts de mousse espagnole comme des spectres figés dans le temps. Valcourt était un homme de 44 ans en 1768, veuf depuis 3 ans. Sa femme Adélaïde était morte en couche avec l'enfant qu'elle portait, laissant Valcourt sans héritier direct. Son frère cadet, Philippe, vivait à la Nouvelle-Orléans où il gérait des intérêts commerciaux, et sa sœur, Margot, avait épousé un planteur de la paroisse voisine. Valcourt se consacrait entièrement à son domaine, à sa fortune et à son image d'homme pieux. Il assistait à la messe 3 fois par semaine à la petite église en bois de la paroisse et faisait venir un prêtre jésuite pour des messes privées à Belvédère lors des grandes fêtes religieuses. La société louisianaise de cette époque était régie par le Code noir, ensemble de règlements établis sous Louis XIV et adaptés pour les colonies américaines. Ces lois définissaient le statut des esclaves comme biens meubles, tout en imposant certaines obligations aux maîtres, notamment l'instruction religieuse et des limites théoriques au châtiment. Dans la pratique, ces règlements étaient interprétés avec une flexibilité qui variait considérablement d'une plantation à l'autre. À Belvédère, Valcourt maintenait une apparence de conformité stricte aux aspects religieux du code, faisant baptiser tous ses esclaves et leur imposant une présence obligatoire aux prières du dimanche, tandis que la discipline quotidienne demeurait entièrement à sa discrétion. L'économie de l'indigo exigeait un travail intensif et précis. La récolte devait se faire au moment optimal, ni trop tôt ni trop tard, puis les plants étaient immergés dans de grandes cuves où commençait un processus de fermentation délicat. Les esclaves travaillaient dans l'eau stagnante jusqu'aux genoux, respirant les vapeurs nauséabondes du processus chimique, leurs mains teintées d'un bleu permanent qui marquait leurs conditions comme un stigmate visible. Beaucoup développaient des maladies respiratoires. Les enfants nés sur la plantation étaient mis au travail dès l'âge de 7 ou 8 ans. D'abord pour des tâches légères, puis progressivement intégrés dans le cycle implacable de production. Le 23 avril 1768, Étienne Valcourt se rendit à la Nouvelle-Orléans pour assister à une vente d'esclaves organisée par la compagnie commerciale dirigée par son frère Philippe.
Ces ventes avaient lieu sur la place publique près du port, dans une atmosphère de marché ordinaire où se mêlaient les cris des vendeurs de poissons, le tintement des pièces de monnaie et les voix monocordes des commissaires-priseurs énumérant les caractéristiques de la marchandise humaine. Valcourt n'avait pas prévu d'acheter ce jour-là. Il était venu pour discuter affaires avec Philippe et examiner un envoi de tissus européens. Mais alors qu'il traversait la place, quelque chose attira son attention. Parmi le groupe d'esclaves alignés pour la vente suivante, il remarqua une jeune femme qui se distinguait des autres. Elle s'appelait Amélie. Elle avait environ 19 ans, la peau d'un brun clair inhabituel dans ce contexte, suggérant un métissage récent. Ses cheveux, attachés en arrière, révélaient des traits délicats. Mais ce qui avait capté l'attention de Valcourt, ce qui l'avait fait s'arrêter net dans sa marche, c'était son ventre manifestement arrondi sous la robe grossière qu'elle portait. Elle était enceinte, peut-être de 5 ou 6 mois. Le commissaire-priseur présenta Amélie avec les détails habituels. Elle avait été la propriété d'un certain monsieur Duchamp, planteur décédé 3 mois plus tôt dans la paroisse de Saint-Charles. La succession était gérée par un neveu qui liquidait les actifs pour rembourser des dettes considérables. Amélie avait travaillé comme domestique dans la maison principale, ce qui expliquait ses mains moins abîmées que celles des esclaves des champs. Elle était alphabétisée, fait rare et potentiellement problématique, mais qui augmentait sa valeur pour certains types de travail. Le commissaire mentionna la grossesse presque comme une pensée secondaire, précisant que l'enfant appartiendrait naturellement au futur acquéreur selon la loi. Les enchères commencèrent à 800 piastres, un prix relativement bas qui reflétait l'inconvénient perçu d'une esclave enceinte. Pendant plusieurs mois, elle serait moins productive et l'accouchement comportait toujours des risques. Quelques acheteurs manifestèrent un intérêt modéré. Valcourt observait en silence, son esprit calculant rapidement. Il possédait déjà suffisamment d'esclaves pour ses besoins actuels. Pourtant, quelque chose dans la situation l'intriguait d'une manière qu'il ne s'expliquait pas entièrement à lui-même. Lorsque les enchères atteignirent 1100 piastres, Valcourt leva la main. Les autres acheteurs se tournèrent vers lui, reconnaissant le propriétaire respecté de Belvédère. Il surenchérit calmement, et lorsque le prix atteint 1200 piastres, les autres acheteurs se retirèrent. Le marteau tomba. Amélie appartenait désormais à Étienne Valcourt. Les transactions furent complétées rapidement. Valcourt signa les documents nécessaires, versa la somme convenue et reçut l'acte de propriété officiel. C'est à ce moment, alors que le notaire préparait les papiers, que Philippe Valcourt s'approcha de son frère avec une expression étrange sur le visage. « Tu connais l'histoire de cette fille ?» demanda Philippe à voix basse. Étienne fronça les sourcils. « Quelle histoire ?» Le commissaire a dit qu'elle appartenait à Duchamp. Philippe jeta un regard circulaire pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Duchamp n'était pas marié. Il vivait seul dans sa plantation depuis 15 ans. Cette fille travaillait dans sa maison. Il fit une pause significative. On dit que l'enfant qu'elle portait de lui. Le visage de Valcourt ne trahit aucune émotion, mais quelque chose se contracta dans sa mâchoire. Des rumeurs. Peut-être. Philippe haussa les épaules. Mais le neveu qui liquide la succession voulait se débarrasser d'elle rapidement. Il y a eu des murmures à Saint-Charles. La façon dont Duchamp la traitait, les habits qu'il lui donnait, meilleurs que ceux des autres domestiques. Et puis, regarde-la, ce teint, ces traits. Sa mère était probablement déjà métisse. Si Duchamp est le père, cet enfant sera aux 3/4 blanc. Valcourt ne répondit pas immédiatement. Il observa Amélie qui attendait à l'écart, les mains jointes sur son ventre, le regard baissé comme on le lui avait appris. Finalement, il dit simplement « Elle m'appartient maintenant. C'est tout ce qui compte. » Mais quelque chose dans le ton de sa voix suggérait que ce n'était pas tout, et que cette acquisition, faite sur une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, venait de déclencher une série d'événements dont les conséquences s'étendraient bien au-delà de ce jour d'avril. Le voyage de retour à Belvédère prit la majeure partie de la journée. Valcourt voyageait dans sa calèche, Amélie assise à l'arrière avec les provisions et les marchandises achetées en ville. Elle ne parla pas durant tout le trajet, et Valcourt ne lui adressa pas la parole.
Il regardait défiler le paysage familier, les cyprières, les plantations voisines, les petites chapelles en bois. Mais son esprit était ailleurs, tournant et retournant l'information que Philippe lui avait donnée. Les premières semaines qui suivirent l'arrivée d'Amélie à Belvédère s'écoulèrent dans une routine apparemment normale. Valcourt l'assigna au travail domestique, dans la maison principale, sous la supervision de Marianne, une esclave d'une 50aine d'années qui gérait le personnel de maison depuis 20 ans. Marianne était une figure respectée parmi les esclaves de Belvédère, connue pour sa discipline stricte, mais juste, et pour sa loyauté absolue envers Valcourt. Elle avait été achetée par le père de Valcourt alors qu'elle n'était qu'une enfant, et Belvédère était le seul monde qu'elle connaissait. Amélie s'adapta rapidement. Elle était effectivement alphabétisée, capable de lire les listes d'inventaire et même d'écrire des notes simples, compétence que Marianne nota avec une méfiance initiale. L'alphabétisation des esclaves était techniquement interdite par certaines interprétations du Code noir, mais en pratique, de nombreux propriétaires trouvaient utile d'avoir quelques domestiques capables de lire et écrire pour des tâches administratives mineures. Amélie travaillait efficacement, parlait peu, et maintenait toujours cette posture de déférence absolue qui caractérisait les esclaves bien formés. Mais sous cette surface de normalité, quelque chose se développait. Valcourt observait Amélie avec une attention qu'il ne pouvait ni expliquer ni justifier à lui-même. Ce n'était pas du désir au sens simple. C'était quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Il se retrouvait à penser à l'enfant qu'elle portait, à ce que Philippe avait dit sur Duchamp, à la mathématique biologique qui faisait que cet enfant à naître serait presque blanc. Un soir de mai, environ 3 semaines après l'arrivée d'Amélie, Valcourt appela Marianne dans son bureau. La pièce était austère, meublée d'un bureau massif en chêne, de chaises droites et dominée par un grand crucifix en bois sombre accroché au mur. Les registres de la plantation s'alignaient sur des étagères, chroniques méticuleuses de chaque transaction, chaque naissance, chaque décès, chaque barrel d'indigo produit. « Dis-moi ce que tu penses de la nouvelle fille », dit Valcourt sans préambule. Marianne, habituée aux conversations directes avec son maître, répondit calmement. « Elle travaille bien, monsieur. Elle apprend vite. Les autres domestiques l'ont acceptée. Et l'enfant? Elle est en bonne santé, monsieur. Le bébé devrait naître en août ou septembre selon mes estimations. » Valcourt hocha la tête, puis demanda, sa voix prenant un ton légèrement différent. « Que dit-elle de son ancien maître? De Duchamp ?» Marianne hésita une fraction de seconde. « Elle ne parle pas de lui, monsieur. »« Jamais? Jamais. Et les autres? Que disent-elles? » Elle pose des questions qu'elle ne répond pas. Marianne choisissait ses mots avec soin. Elle leur a dit que Duchamp était un bon maître, rien de plus. Valcourt resta silencieux un moment, ses doigts tapotant légèrement le bois du bureau. Puis il dit « Je veux que tu me rapportes tout ce qu'elle dit, tout, même les choses qui semblent insignifiantes. Tu comprends? »« Oui, monsieur. » Et Marianne? Valcourt leva les yeux vers elle. « Je veux que tu découvres la vérité sur cet enfant. Qui est le père? » Marianne soutint son regard. « Voulez-vous que je le lui demande directement, monsieur? » « Non. » Valcourt secoua la tête. « Observe. Écoute. Les femmes parlent entre elles. Elles finissent toujours par parler. Trouve la vérité. » Dans les semaines qui suivirent, Marianne exécuta ses instructions avec la diligence méthodique qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Elle plaça Amélie dans des situations où les autres domestiques l'engageraient naturellement dans des conversations. Elle créa des moments d'intimité apparente où les confidences sembleraient naturelles. Et lentement, par fragments, une histoire commença à émerger. Amélie avait été vendue à Duchamp quand elle avait 14 ans, 5 ans auparavant. Sa mère, morte quelques années plus tôt, avait elle-même été la fille d'un planteur et d'une esclave, ce qui expliquait le teint relativement clair d'Amélie. Duchamp l'avait achetée spécifiquement pour travailler dans sa maison. Il était seul, sans famille proche, et sa plantation était plus petite que Belvédère, employant seulement une 20aine d'esclaves. Au début, Duchamp avait traité Amélie simplement comme une domestique. Mais au fil du temps, quelque chose avait changé. Il lui avait appris à lire, disant qu'il avait besoin de quelqu'un pour organiser sa bibliothèque.
Il lui donnait de meilleurs vêtements. Il la faisait manger les restes de ses propres repas plutôt que la nourriture ordinaire des esclaves. Et puis, il y a environ 1 an, la nature de leur relation avait franchi une frontière que les autres esclaves de la plantation avaient observée avec un mélange de compréhension résignée et de malaise. Amélie était devenue, dans les faits, sinon dans le nom, la concubine de Duchamp. Ce n'était pas rare dans la Louisiane coloniale. De nombreux propriétaires blancs, particulièrement ceux qui vivaient seuls, entretenaient des relations avec leurs esclaves. Ces arrangements existaient dans une zone grise morale et légale. Ils n'étaient ni tout à fait acceptés, ni ouvertement condamnés, existant plutôt dans un silence complice tant que les apparences de propriété et de hiérarchie raciale étaient maintenues en public. Lorsque Duchamp était mort subitement d'une fièvre en janvier 1768, Amélie était enceinte de 4 mois. Le neveu qui hérita de la plantation connaissait ou soupçonnait la situation. Il voulait se débarrasser de cette complication embarrassante. Vendre Amélie rapidement, avant que sa grossesse ne devienne trop évidente, avant que les rumeurs ne se solidifient en scandale, semblait la meilleure solution. Marianne rapporta tout cela à Valcourt par fragments au cours du mois de juin. Elle le fit sans jugement apparent, présentant simplement les faits tels qu'elle les avait rassemblés. Valcourt l'écouta en silence, son visage aussi impassible qu'un masque de cire. Mais intérieurement, quelque chose fermentait. Valcourt se trouvait confronté à une situation qui mettait en conflit plusieurs aspects fondamentaux de son identité. Il était un catholique pieux qui assistait à la messe régulièrement et considérait l'adultère et la fornication comme des péchés mortels. Il était un homme de la haute société coloniale qui attachait une importance primordiale à la respectabilité et à la réputation. Et il était un propriétaire d'esclaves qui avait internalisé la hiérarchie raciale comme un ordre naturel et divin. L'idée qu'un homme blanc puisse entretenir une relation intime avec une esclave le répugnait publiquement, même s'il savait pertinemment que de telles situations étaient communes. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre qu'il refusait d'examiner de trop près. Une attirance qu'il ressentait lui-même envers Amélie, non pas tant pour elle en tant que personne, mais pour ce qu'elle représentait, pour le pouvoir absolu qu'il détenait sur elle, pour la transgression que sa présence rendait possible. Au début du mois de juillet, un événement vint perturber l'équilibre précaire de Belvédère. Le père Augustin, le prêtre jésuite qui desservait la paroisse et visitait régulièrement les plantations pour administrer les sacrements, arriva pour une de ses visites périodiques. Le père Augustin était un homme d'une 60aine d'années, originaire de Bretagne, qui avait passé 30 ans dans les colonies. Il connaissait Valcourt depuis l'enfance de ce dernier et avait été le confesseur de la famille pendant des décennies. Comme il était de coutume lors de ses visites, le père Augustin célébra une messe dans la chapelle privée de Belvédère, administra les sacrements aux esclaves qui n'avaient pas encore été baptisés cette année, et entendit les confessions. Valcourt se confessait toujours au père Augustin lors de ces occasions, maintenant une pratique qu'il considérait essentielle à son salut spirituel. Mais cette fois, quelque chose dans l'attitude de Valcourt troubla le vieux prêtre. Valcourt sembla hésiter, commença à parler puis s'arrêta, comme si les mots refusèrent de sortir. Finalement, dans la pénombre du confessionnal, il dit « Mon père, j'ai des pensées que je ne peux pas contrôler. » « Quelle nature de pensée, mon fils ?» Un long silence. Puis, des pensées concernant une des esclaves. La nouvelle, celle que j'ai achetée en avril. Le père Augustin, qui avait entendu d'innombrables confessions au cours de sa vie, reconnut immédiatement la direction que prenait cette conversation. Il répondit avec la prudence d'un homme qui comprenait les complexités morales et sociales de l'institution de l'esclavage. « As-tu agi sur ces pensées ? » « Non. » « Bien. Les pensées elles-mêmes sont une tentation, pas un péché, tant que tu ne les nourris pas volontairement et que tu ne leur permets pas de guider tes actions. As-tu prié pour avoir la force de résister ? Oui. Mais... » Valcourt s'arrêta à nouveau. « Il y a autre chose. Elle est enceinte. L'enfant est de son ancien maître. Je vois. » « 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 Je vois.
Le père Augustin comprit immédiatement les implications. « Et cela te trouble ? Ce n'est pas naturel, mon père. Un homme blanc, avec une esclave, c'est contre l'ordre établi par Dieu. » Le père Augustin choisit ses mots avec soin. L'Église enseigne que tous les hommes sont égaux devant Dieu, même si leurs conditions terrestres diffèrent. Le péché de fornication est le même qu'il implique des personnes de même race ou de races différentes. Mais il fit une pause, puis continua. « Tu es troublé par cette situation pour une raison que tu ne m'as pas encore dite. Qu'est-ce qui pèse réellement sur ton cœur, Étienne ?» Un autre long silence. Finalement, dans un murmure presque inaudible, « Je pense à l'enfant, à ce qu'il représentera, à la manière dont son existence même est une corruption. Corruption de l'ordre naturel. Un enfant qui sera presque blanc mais qui sera esclave, qui portera le sang de deux races, c'est contre nature. » Le père Augustin sentit un frisson de malaise. Il reconnaissait dans les mots de Valcourt quelque chose de plus dangereux qu'une simple tentation charnelle. Il y avait là une fixation, une obsession qui prenait des proportions malsaines. « Mon fils, un enfant est innocent de toute faute. Les circonstances de sa conception ne sont pas de son fait. Tu dois te méfier de ces pensées qui te conduisent à juger un être qui n'est pas encore né. » « Je comprends, mon père. » Mais quelque chose dans le ton de Valcourt suggérait qu'il ne comprenait pas, ou qu'il ne voulait pas comprendre. Après la confession, le père Augustin resta à Belvédère pour le dîner. Durant le repas, Marianne et deux autres domestiques, dont Amélie, servaient à table. Le prêtre observa discrètement la jeune femme. Sa grossesse était maintenant évidente, son ventre proéminent sous sa robe simple mais propre. Il nota aussi la manière dont Valcourt évitait de la regarder directement, détournant toujours les yeux juste avant que leurs regards ne se croisent. Plus tard dans la soirée, alors que le père Augustin s'apprêtait à partir, il prit Valcourt à part. « Étienne, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Cette jeune femme et son enfant sont sous ta responsabilité maintenant. Tu as le pouvoir de les traiter avec cruauté ou avec miséricorde. Chaque choix que tu fais les concernant est un choix que tu fais devant Dieu. Souviens-toi que le jugement final ne viendra pas de la société des hommes, mais du Christ. » Valcourt hocha la tête, mais ses yeux étaient distants, comme si son esprit était déjà ailleurs. Le père Augustin partit avec un sentiment d'inquiétude qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Quelque chose n'allait pas à Belvédère, quelque chose qui dépassait les tentations ordinaires de la chair, mais il ne savait pas quoi. Et dans les semaines qui suivraient, il regretterait de ne pas avoir insisté davantage. Car dans l'esprit d'Étienne Valcourt, une idée avait commencé à germer. Une idée née du conflit entre son désir, sa répulsion, son besoin de contrôle et sa vision rigide de l'ordre moral du monde. Cette idée était encore informe, à peine consciente, mais elle grandissait comme une graine plantée dans un sol fertile de culpabilité, de frustration sexuelle réprimée et de conviction sur la race et le péché qui s'entrelaçaient de manière toxique. Le mois d'août arriva avec sa chaleur étouffante. L'humidité de la Louisiane devenait presque insupportable, l'air épais comme une étoffe mouillée. Dans les champs d'indigo, les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, leur corps luisant de sueur, respirant les vapeurs toxiques des cuves de fermentation. Plusieurs tombèrent malades. Un jeune homme de 19 ans mourut d'une fièvre qui le consuma en 3 jours. Une femme enceinte fit une fausse couche après s'être évanouie dans les champs. La vie et la mort cohabitaient dans une proximité brutale. Dans la maison principale, Amélie continuait son travail, malgré sa grossesse avancée. Marianne avait suggéré à Valcourt de la dispenser de certaines tâches plus exigeantes physiquement, mais Valcourt avait refusé. Elle a été payée 1200 piastres. Elle travaillera jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Il y avait dans son ton une dureté nouvelle, comme si la présence d'Amélie était devenue une source d'irritation constante. Pourtant, paradoxalement, Valcourt passait plus de temps dans la maison. Il trouvait des prétextes pour travailler dans son bureau, aux heures où Amélie nettoyait les pièces adjacentes. Il l'observait à la dérobée, notant chaque détail.
La manière dont sa robe tendait sur son ventre, la façon dont elle posait sa main sur ses reins en fin de journée, la légère lourdeur de ses mouvements. Cette observation constante avait quelque chose de prédateur comme un chat guettant un oiseau blessé. Un après-midi de mi-août, alors que la chaleur était à son paroxysme, Amélie trébuchait en descendant les marches de la galerie, tenant un panier de linge. Elle ne tomba pas, se rattrapant à la balustrade, mais le panier échappa à ses mains, et les draps propres s'éparpillèrent dans la poussière en contrebas. Valcourt, qui lisait sur la galerie, se leva brusquement. « Regarde ce que tu as fait, » dit-il, sa voix étrangement calme. « Ramasse tout, lave tout à nouveau. » Amélie descendit péniblement les marches et commença à ramasser les draps. La chaleur rendait chaque mouvement difficile. Elle se pencha, son ventre proéminent rendant l'action maladroite. Valcourt la regardait de haut, immobile comme une statue. « Pourquoi t'as-t-il fait ça ?» dit soudain Valcourt. Amélie se figea, tenant un drap à moitié plié. Elle ne leva pas les yeux. « Monsieur Duchamp, pourquoi t'a-t-il mise dans cet état ?» La voix de Valcourt vibrait d'une émotion qu'il essayait de contenir. Il devait savoir que c'était mal. Il devait savoir ce que cela ferait de toi, de l'enfant. Amélie ne répondit pas. Elle continua à ramasser les draps, ses mains tremblant légèrement. « Réponds-moi quand je te parle. »« Je ne sais pas, monsieur. » Sa voix était à peine audible. Je ne sais pas ce qu'il pensait. « L'aimais-tu » La question était si inattendue qu'Amélie s'arrêta complètement, le drap serré entre ses mains. Finalement, elle murmura « Il était mon maître, monsieur. » Ce que je ressentais n'avait pas d'importance. Valcourt descendit les marches lentement, s'approchant d'elle. « Mais tu ressentais quelque chose, n'est-ce pas? Tu le laissais te toucher, tu portais les vêtements qu'il te donnait, tu mangeais à sa table. » Je faisais ce qu'on me disait de faire, monsieur. Il y avait maintenant une nuance de peur dans sa voix. Je faisais ce que mon maître voulait que je fasse. Et maintenant, je suis ton maître. Valcourt était maintenant très proche d'elle, assez pour voir les gouttes de sueur sur son front, le pouls battant dans son cou. « Que ferais-tu si je te demandais ?» Il ne finit pas la phrase. Quelque chose dans le visage d'Amélie, peut-être la peur pure qu'il y lut, peut-être le reflet de sa propre bassesse dans ses yeux, le stoppa net. Il recula brusquement, comme brûlé. « Finis ton travail », dit-il sèchement. Puis il remonta les marches et rentra dans la maison, claquant la porte derrière lui. Amélie resta immobile pendant un long moment, le drap toujours serré dans ses mains tremblantes. Puis, lentement, elle continua à ramasser le linge éparpillé, ses larmes silencieuses se mêlant à la sueur sur son visage. Cette nuit-là, Valcourt ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, une bouteille de rhum à moitié vide devant lui, fixant le crucifix sur le mur. Il se haïssait pour ce qu'il avait presque fait, pour ce qu'il avait voulu faire. Mais cette haine, au lieu de le purifier, se transforma en quelque chose d'autre, quelque chose de plus toxique. Il commença à blâmer Amélie pour la tentation qu'elle représentait. Il commença à voir en elle non pas une victime mais une tentatrice, une source de corruption qui souillait sa maison et son âme. Et l'enfant qu'elle portait devint, dans son esprit malade, le symbole même de cette corruption. Un enfant conçu dans le péché, produit d'une union contre nature entre un homme blanc et une esclave. Un enfant qui serait presque blanc, mais qui serait marqué à jamais par le sang esclave qui coulait dans ses veines. Dans la logique tordue qui se construisait dans l'esprit de Valcourt, cet enfant ne devrait pas exister. Les jours qui suivirent furent marqués par un changement subtil, mais perceptible, dans l'atmosphère de Belvédère. Valcourt devint plus distant, plus froid envers tout le monde. Il passait de longues heures enfermé dans son bureau, négligeant même la supervision des champs d'indigo. Il lisait sa Bible de manière obsessionnelle, cherchant des passages qui justifieraient les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Il trouvait des versets sur la souillure, sur la séparation des peuples, sur la punition du péché. Marianne, qui observait tout avec l'attention aiguisée que donnent des décennies de survie en tant qu'esclave, sentit le danger.
Elle ne comprenait pas exactement ce qui se passait dans l'esprit de Valcourt, mais elle reconnaissait les signes d'une tempête imminente. Elle essaya de protéger Amélie en la gardant aussi loin que possible du maître, lui assignant des tâches qui la tiendraient dans les quartiers des domestiques ou dans les dépendances. Mais Belvédère n'était pas assez grande pour permettre une séparation complète, et Valcourt, dans son obsession, trouvait toujours un moyen de croiser Amélie, de l'observer, de nourrir sa fixation malsaine. Le 27 août, tout bascula. Ce matin-là, Amélie ressentit les premières contractions. Elles étaient encore espacées, mais Marianne, expérimentée dans ces matières, reconnut immédiatement les signes. Le travail avait commencé. Elle installa Amélie dans une des cabanes des quartiers d'esclaves, celle qui servait traditionnellement pour les accouchements. 2 autres femmes esclaves, expérimentées comme sages-femmes, vinrent aider. Valcourt fut informé. Il hocha simplement la tête et retourna à son bureau. Mais durant toute la journée, alors que les heures s'écoulaient et que les cris d'Amélie commençaient à traverser la distance entre les quartiers d'esclaves et la maison principale, il ne put se concentrer sur rien d'autre. Il marchait de long en large, sortait sur la galerie, rentrait, ressortait, comme un animal en cage. Le travail se prolongea toute la journée et dans la soirée. C'était le premier enfant d'Amélie et ses accouchements étaient souvent longs et difficiles. Les sages-femmes firent de leur mieux, utilisant les méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Elles donnaient à Amélie des infusions d'herbes pour gérer la douleur, l'encourageaient, la soutenaient physiquement pendant les contractions les plus violentes. Alors que la nuit tombait, Marianne vint faire un rapport à Valcourt. « Le travail progresse, monsieur. Cela prendra encore quelques heures, je pense. C'est normal pour un premier enfant. Elle survivra ? Je l'espère, monsieur. Elle est jeune et forte, mais on ne peut jamais être certain avec un accouchement. Et l'enfant ? Marianne hésita. Trop tôt pour le dire, monsieur. Valcourt la congédia d'un geste. Seul à nouveau, il se versa un verre de rhum, puis un autre, puis un troisième. L'alcool n'apportait aucun soulagement, seulement une clarté terrible, comme si toutes les barrières morales et rationnelles qui retenaient encore ses pensées les plus sombres s'effritaient une à une. Aux premières heures du matin, le 28 août 1768, les cris d'Amélie atteignirent un crescendo final. Puis, après un moment de silence terrifiant, un nouveau cri se fit entendre. Le cri d'un nouveau-né. L'enfant était né. Valcourt, qui n'avait pas dormi de la nuit, sortit de la maison et marcha vers les quartiers d'esclaves. L'aube commençait à peine à éclaircir le ciel à l'est, teintant les nuages d'un rose pâle qui contrastait de manière presque obscène avec la noirceur de ce qui était sur le point de se produire. Il trouva Marianne sortant de la cabane de l'accouchement. Elle sursauta en le voyant. « Monsieur, je m'apprêtais justement à venir vous informer. C'est un garçon, il est en bonne santé. » Amélie aussi a survécu, bien qu'elle soit épuisée. « Je veux voir l'enfant. » Marianne hésita une fraction de seconde, quelque chose dans le ton de Valcourt la mettant mal à l'aise. Mais elle ne pouvait pas refuser. Elle le conduisit à l'intérieur de la cabane. L'air était chaud et humide, imprégné d'odeurs de sang, de sueur et d'herbes médicinales. Amélie était allongée sur un matelas grossier, pâle et épuisée, les cheveux collés à son front par la sueur. Dans ses bras, enveloppé dans un tissu propre, se trouvait le nouveau-né. Valcourt s'approcha. Les 2 sages-femmes s'écartèrent instinctivement, reconnaissant l'autorité du maître. Amélie leva les yeux vers lui, et dans ce regard il y avait de la peur, mais aussi quelque chose d'autre. Une lueur de fierté maternelle et de défi qui ne s'éteignait pas complètement, même face au pouvoir absolu qu'il détenait sur elle. « Montre-moi », ordonna Valcourt. Amélie écarta légèrement le tissu, révélant le visage du bébé. L'enfant avait la peau remarquablement claire, presque aussi pâle que celle de Valcourt lui-même. Ses traits étaient délicats, ses cheveux fins et légèrement bouclés. Si on l'avait placé parmi des nouveau-nés blancs, personne n'aurait pu le distinguer au premier regard. Ce n'était qu'en connaissant son histoire, son héritage, qu'on pouvait voir ce que Valcourt voyait. Une transgression incarnée, un défi à l'ordre qu'il considérait sacré. Valcourt regarda l'enfant pendant un long moment,
son visage absolument immobile. Puis il se tourna brusquement et sortit de la cabane sans un mot. Marianne le suivit, inquiète. « Monsieur ?» Valcourt s'arrêta, le dos tourné. Quand il parla, sa voix était étrangement calme, presque détachée, comme s'il discutait d'une question administrative banale. « Marianne, as-tu déjà vu un enfant aussi clair né d'une esclave ? Cela arrive, monsieur, quand le père est blanc. » Oui, un long silence. « C'est une abomination. » Marianne ne répondit pas, sentant le danger dans chaque mot. Le code noir dit que l'enfant suit la condition de la mère. Cet enfant est un esclave. Valcourt se retourna enfin, et Marianne fut choquée de voir que ses yeux étaient rouges. Soit de larmes, soit de manque de sommeil, elle ne pouvait pas dire. Mais regarde-le, il est presque blanc. Comment peut-il être esclave? Comment peut-il porter le poids de cette condition, alors qu'il a le visage de ses maîtres? Monsieur, je ne comprends pas. Non. Valcourt secoua la tête. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta à nouveau. L'enfant est faible, n'est-ce pas? Les premiers jours sont toujours les plus dangereux. Marianne sentit son sang se glacer. Monsieur, l'enfant est en bonne santé. Les sages-femmes disent qu'il est fort pour un nouveau-né. Les choses peuvent changer rapidement. Les nouveau-nés meurent souvent sans raison apparente. C'est la volonté de Dieu. Il ne regardait pas Marianne en parlant, ses yeux fixés sur un point lointain. Si cet enfant devait mourir, ce serait miséricordieux. Pour lui, pour tout le monde. Monsieur, la voix de Marianne tremblait maintenant. Que dites-vous? Valcourt sembla soudain revenir à lui-même. Il regarda Marianne comme s'il venait de réaliser qu'il avait parlé à voix haute. Rien. Je ne dis rien. Je suis fatigué. Occupe-toi de la mère et de l'enfant comme tu le ferais normalement. Il s'éloigna rapidement vers la maison principale, laissant Marianne seule dans l'aube naissante, le cœur battant d'une terreur qu'elle ne pouvait pas nommer mais qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Les 3 jours qui suivirent furent parmi les plus tendus que Belvédère ait jamais connus. Marianne ne quitta pratiquement pas la cabane où Amélie et son enfant se reposaient. Elle avait assigné les 2 sages-femmes à rester également sur place en permanence, créant une garde constante autour de la mère et du nouveau-né. Elle n'expliqua pas pourquoi cette vigilance était nécessaire, mais les 2 femmes, qui avaient vécu assez longtemps pour reconnaître le danger même non nommé, obéirent sans poser de questions. Amélie nomma son fils Gabriel. Le nom lui était venu naturellement, peut-être inspiré par les enseignements religieux qu'elle avait reçus, peut-être simplement parce qu'il sonnait bien à son oreille. Gabriel, l'ange messager. L'ironie de ce nom, compte tenu de ce qui allait suivre, ne deviendrait apparente que plus tard. Valcourt ne revint pas voir l'enfant. Il restait dans la maison principale, mais Marianne pouvait sentir sa présence comme un poids oppressant. Elle le voyait parfois sur la galerie, regardant vers les quartiers d'esclaves, immobile comme une sentinelle. Plusieurs fois, elle le vit commencer à marcher dans cette direction, puis s'arrêter, faire demi-tour, rentrer dans la maison. Le 3e jour après la naissance, le 30 août, le père Augustin revint à Belvédère. C'était une visite non planifiée. Il expliqua qu'il passait dans la région et avait pensé s'arrêter pour prendre des nouvelles. Mais Marianne, qui le connaissait depuis des années, vit dans ses yeux qu'il y avait autre chose. Le vieux prêtre était inquiet. Peut-être avait-il senti, lors de sa dernière visite, que quelque chose n'allait pas. Peut-être était-ce simplement l'intuition que donnent des décennies de ministère pastoral. Valcourt reçut le prêtre avec sa courtoisie habituelle, mais il y avait une raideur dans ses manières, une tension dans ses épaules. Ils prirent le thé sur la galerie, parlant de choses insignifiantes, la chaleur, la récolte d'indigo, les nouvelles de la Nouvelle-Orléans. Puis le père Augustin dit, d'un ton apparemment casual, « J'ai entendu dire que tu as eu une naissance récente sur la plantation. » Valcourt se raidit imperceptiblement. « Oui, il y a 3 jours. Mère et enfant vont bien? » « Oui. Dieu soit loué. » Le père Augustin but une gorgée de thé, puis ajouta, « L'enfant devra être baptisé naturellement. Je peux m'en occuper aujourd'hui si tu le souhaites. »
Valcourt resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il dit « Cela peut attendre. Le baptême ne devrait pas être retardé trop longtemps, Étienne. Tu sais que l'Église enseigne que les enfants non baptisés, s'ils devaient mourir… » Le prêtre laissa la phrase en suspens, mais l'implication était claire. Les enfants non baptisés ne pouvaient pas entrer au paradis, selon la doctrine catholique de l'époque. Ils étaient condamnés au limbe, un état d'existence séparé de Dieu pour l'éternité. Je sais ce que l'Église enseigne. La voix de Valcourt était tendue. Mais je te dis que cela peut attendre. Le père Augustin posa sa tasse avec soin. Étienne, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose qui te trouble? Non, parce que si quelque chose pesait sur ta conscience. J'ai dit non. Valcourt se leva brusquement. Je te remercie pour ta visite, mon père, mais j'ai beaucoup de travail. Si tu veux bien m'excuser. Le père Augustin se leva également, mais il ne partit pas immédiatement. Il regarda Valcourt directement dans les yeux, et sa voix prit un ton qu'il réservait aux moments les plus graves. « Étienne, écoute-moi bien. Quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, souviens-toi que chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Chaque âme. Tu comprends ce que je te dis ?» Valcourt soutint son regard un moment, puis détourna les yeux. « Je comprends. Au revoir, mon père. » Mais le père Augustin ne s'en alla pas immédiatement. Il demanda d'abord à voir Marianne, sous prétexte de lui donner sa bénédiction. Quand ils furent seuls, dans une des dépendances loin de la maison principale, le prêtre dit à voix basse, « Marianne, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. L'enfant qui vient de naître, est-il en danger ?» Marianne, qui avait servi Valcourt fidèlement pendant des décennies, qui lui devait théoriquement une loyauté absolue, se trouva face à un choix moral terrible. Elle regarda le vieux prêtre, vit la sincérité dans ses yeux, et prit une décision qui la hanterait pour le reste de sa vie. « Je crois que oui, mon père. De quel type de danger ? Le maître ?» Elle chercha ses mots. Il regarde l'enfant d'une manière étrange. Il dit des choses étranges. Il a dit que si l'enfant mourait, ce serait miséricordieux. Le visage du père Augustin pâlit. « Mon Dieu !» Il resta silencieux un moment, puis demanda « Où est l'enfant maintenant ?» « Avec sa mère, dans les quartiers. J'ai mis en place une garde. Personne ne laisse la mère ou l'enfant seul. »« Bien. Continue ainsi. » Le père Augustin réfléchit rapidement. « Je vais essayer de parler à nouveau avec Étienne. Et si je sens que le danger est imminent, je ne sais pas encore ce que je ferai. Non, mais je trouverai un moyen. Un enfant innocent ne peut pas être… » Il ne finit pas la phrase, mais Marianne comprit. Le père Augustin retourna vers la maison principale, déterminé à avoir une conversation plus directe avec Valcourt. Mais quand il arriva, il trouva la porte du bureau de Valcourt fermée et verrouillée. Il frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort. Finalement, la voix de Valcourt vint de l'intérieur, étouffée. « Je t'ai dit que j'étais occupé. Pars maintenant. » Le père Augustin resta devant la porte un long moment, son esprit tournant, cherchant une solution. Finalement, ne voyant pas d'autre option immédiate, il partit, mais pas avant de dire à Marianne « Je reviendrai demain. Si quelque chose se passe avant cela, envoie quelqu'un me chercher immédiatement. Quelqu'un en qui tu as confiance. Tu comprends ? » « Oui, mon père. » Cette nuit-là, la 4e nuit après la naissance de Gabriel, une tempête s'abattit sur la Louisiane. Ce n'était pas un ouragan, mais une de ces violentes tempêtes d'été qui transformaient le ciel en un chaos de foudre et de tonnerre, qui faisait plier les cyprès et transformait les chemins en rivières de boue. La pluie tombait si fort qu'on ne pouvait voir à 3 mètres devant soi. Dans la cabane où Amélie et Gabriel se reposaient, les 2 sages-femmes essayaient de calmer le bébé qui pleurait, effrayé par le tonnerre. Amélie le tenait contre elle, murmurant des paroles apaisantes. Marianne était également là, refusant de partir malgré l'heure tardive. Puis, pendant un moment où le tonnerre était particulièrement fort, couvrant tous les autres sons, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Valcourt se tenait dans l'embrasure, trempé par la pluie, ses vêtements collés à son corps, ses cheveux plaqués sur son crâne.
Dans la lumière faible de la lanterne, son visage semblait celui d'un étranger, les traits déformés par quelque chose qui ressemblait à de la folie. « Sors », dit-il aux sages-femmes. Sa voix était calme, presque monotone, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Les deux femmes regardèrent Marianne, paniquées. Marianne se leva, se plaçant entre Valcourt et le lit où Amélie tenait Gabriel. « Monsieur, il est tard. Vous devriez retourner à la maison et vous sécher. » J'ai dit « Sors ». Valcourt ne regardait pas Marianne. Ses yeux étaient fixés sur l'enfant dans les bras d'Amélie. « Sortez toutes. Maintenant. »« Monsieur, je ne peux pas. »« Sortez !» Le cri fut si soudain, si violent, que les sages-femmes sursautèrent. L'une d'elles commença à pleurer silencieusement. Même Marianne, qui connaissait Valcourt depuis qu'il était enfant, recula d'un pas. Mais elle ne partit pas. Au lieu de cela, elle dit, sa voix tremblante mais ferme, « Non, monsieur, je ne partirai pas. » Valcourt se tourna enfin vers elle, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de si sombre, si profondément troublé, que Marianne sentit ses genoux faiblir. « Tu me défies. Je protège ce qui est sous ma garde. Vous m'avez donné cette responsabilité. Je peux te reprendre cette responsabilité. Je peux faire de toi ce que je veux. Tu m'appartiens. Oui, monsieur, je vous appartiens. Vous pouvez me punir, me vendre, me tuer si vous le voulez. Mais je ne laisserai pas. » Elle s'arrêta, puis avec un courage né du désespoir, elle dit ce qu'elle avait retenu. « Je ne laisserai pas le mal se faire dans ma présence. Pas à un enfant innocent. Pas même si vous m'ordonnez de partir. » Un silence tomba, plus lourd que tous les tonnerres. Amélie serrait Gabriel contre elle si fort que l'enfant commençait à pleurer. Les sages-femmes étaient pétrifiées. Et Valcourt resta immobile, son corps entier tremblant, non pas de froid mais de quelque chose d'intérieur. Un conflit titanesque entre des forces qu'il ne pouvait plus contrôler. Puis, aussi soudainement qu'il était venu, il se retourna et sortit dans la tempête. La porte claqua derrière lui. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Marianne s'effondra sur une chaise, ses mains tremblant si violemment qu'elle dut les serrer l'une contre l'autre pour les stabiliser. « Il va revenir », murmura une des sages-femmes. « Quand nous ne serons plus vigilantes, il reviendra. » Marianne savait qu'elle avait raison. Elle avait gagné cette bataille, mais pas la guerre. Valcourt n'abandonnerait pas. Quelle que soit l'obsession qui le consumait, elle était trop profonde, trop enracinée pour être repoussée par une simple défiance. « Nous devons partir », dit soudain Amélie. C'était la première fois qu'elle parlait depuis que Valcourt était entré. Sa voix était basse mais claire. « Gabriel et moi, nous devons partir d'ici. » Marianne la regarda, sachant que la jeune femme avait raison, mais sachant aussi l'impossibilité de ce qu'elle suggérait. « Où irais-tu? Comment? Tu es sa propriété. Si tu t'enfuis et qu'on te capture, la punition sera terrible. Ils te marqueront au fer rouge, ils te vendront loin d'ici. Et Gabriel, elle ne termina pas, mais toutes comprirent. Un enfant esclave en fuite n'avait aucune chance. Alors nous mourrons ici. » Amélie berçait Gabriel doucement. « Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Il veut que mon fils meure. » Le silence qui suivit fut rompu seulement par le bruit de la pluie sur le toit et les pleurs affaiblis de Gabriel. Chaque femme dans cette cabane savait qu'Amélie avait raison. Et chacune savait aussi qu'elles étaient piégées dans une situation où il n'existait pas de bonne solution, où chaque choix mènerait à des conséquences terribles. C'est alors que Marianne prit la décision qui définirait tout ce qui suivrait. Une décision qui la hanterait jusqu'à son dernier jour, une décision qui sauverait une vie, mais en détruirait d'autres. « Il y a peut-être un moyen, » dit-elle lentement, « mais il exigera un sacrifice que tu ne peux peut-être pas faire. » Amélie leva les yeux vers elle. « Dis-moi. » La solution de Marianne était à la fois simple et déchirante dans sa cruauté. Elle connaissait une femme, une esclave affranchie nommée Thérèse, qui vivait à environ 20 kilomètres de Belvédère, dans une petite communauté d'Africains libres près de la Nouvelle-Orléans. Thérèse avait elle-même perdu un enfant en bas âge 3 mois auparavant et travaillait maintenant comme nourrice pour des familles blanches.
Elle était connue pour sa discrétion et sa compassion. Le plan était risqué et moralement complexe. Marianne contacterait Thérèse par l'intermédiaire d'un réseau informel de communication qui existait entre les esclaves et les affranchis de la région. Gabriel serait confié à Thérèse, qui le placerait ensuite dans une famille blanche comme enfant supposément orphelin, peut-être comme le produit d'une liaison scandaleuse qui devait être cachée. Avec sa peau claire, Gabriel pourrait passer pour blanc. Il pourrait vivre une vie libre, loin de l'ombre de l'esclavage et loin du danger que représentait Valcourt. Mais le prix serait absolu. Amélie ne reverrait jamais son fils. Elle ne pourrait jamais le contacter, jamais savoir ce qu'il deviendrait. Pour le monde extérieur, l'enfant devrait mourir. Un décès tragique mais pas inhabituel, une de ces nombreuses morts infantiles qui ponctuaient la vie dans les plantations coloniales. Amélie devrait pleurer publiquement un enfant vivant, enterrer un cercueil vide et vivre le reste de sa vie avec ce secret. « Je ne peux pas », murmura Amélie d'abord, serrant Gabriel encore plus fort contre elle. « C'est mon fils. Je ne peux pas le donner. »« Alors il mourra, » dit Marianne, sa voix étrangement dure. « Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais Valcourt trouvera un moyen, un accident. Une maladie soudaine, quelque chose que personne ne pourra prouver, mais que tout le monde soupçonnera. Et tu devras vivre avec cela, sachant que tu aurais pu le sauver. » Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie d'Amélie. Elle berçait Gabriel, regardait son petit visage endormi, touchait ses doigts minuscules, respirait son odeur de nouveau-né. Comment pouvait-elle le laisser partir? Comment pouvait-elle vivre sans lui? Mais comment pouvait-elle le condamner à mort par son attachement? À l'aube du 31 août, Amélie prit sa décision. « Fais-le », dit-elle à Marianne, et sa voix était celle de quelqu'un qui venait de mourir intérieurement. « Sauve mon fils. » Les choses se mirent en place rapidement. Marianne utilisa un jeune esclave de confiance comme messager, un garçon intelligent et discret qui faisait parfois des courses à la Nouvelle-Orléans. Le message fut transmis. Thérèse, qui comprenait les dangers et les enjeux, accepta immédiatement. Un rendez-vous fut arrangé pour le 2 septembre, dans un endroit isolé le long de la route vers la Nouvelle-Orléans. Pendant ces 2 jours d'attente, Amélie vécut dans une sorte de transe. Elle ne quittait pas Gabriel un seul instant, le nourrissant, le berçant, chantant pour lui des chansons douces en français et en quelques mots de la langue africaine que sa mère lui avait transmise. Elle mémorisait chaque détail de son visage, chaque expression, chaque son qu'il faisait. Elle savait que ces images devraient lui durer toute sa vie. Valcourt, pendant ce temps, n'était pas revenu au quartier d'esclaves. Il restait dans la maison principale, mais Marianne sentait sa présence comme une menace constante. Elle savait qu'elle jouait un jeu extrêmement dangereux. Si Valcourt découvrait ce qu'elle planifiait, les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour elle, mais pour tous ceux impliqués. Le 2 septembre arriva, chaud et humide, comme tous les jours d'été en Louisiane. À midi, Marianne annonça qu'elle emmenait Amélie et l'enfant voir le père Augustin pour le baptême que le prêtre avait proposé. C'était un prétexte raisonnable, et Valcourt, quand elle l'informa, hocha simplement la tête sans commentaire. Marianne, Amélie et Gabriel partirent dans une petite charrette tirée par un mulet, accompagnée par le jeune messager qui servait de guide. Ils ne se dirigèrent pas vers l'église paroissiale, mais vers le point de rendez-vous convenu, un croisement de chemin à la lisière d'une cyprière. Thérèse les attendait. C'était une femme d'environ 35 ans, au visage marqué par les épreuves, mais aux yeux pleins de compassion. Elle avait acheté sa propre liberté 10 ans auparavant, en économisant pendant 15 ans, sou par sou, le peu d'argent que son ancien maître lui permettait de gagner. Elle comprenait ce que signifiait vouloir protéger un enfant à tout prix. Le transfert fut rapide. Amélie tenait Gabriel une dernière fois, embrassant son front, murmurant des mots que personne d'autre n'entendit. Puis, avec un mouvement qui sembla lui arracher l'âme du corps, elle plaça son fils dans les bras de Thérèse. « Comment s'appelle-t-il » demanda Thérèse doucement. « Gabriel. » La voix d'Amélie était à peine audible.
Mais il ne pourra pas garder ce nom, n'est-ce pas? Non. Dans sa nouvelle vie, il aura un nouveau nom. Mais je me souviendrai qu'il s'appelait Gabriel. Je te le promets. Thérèse avait déjà préparé une histoire. Elle avait un contact dans une famille française respectée qui cherchait à adopter discrètement un enfant. La femme de la famille ne pouvait pas avoir d'enfant, et son mari avait eu une liaison avec une femme qu'il ne pouvait nommer. L'enfant devait être élevé comme le leur, un orphelin pris par charité chrétienne. Les papiers seraient falsifiés par un notaire corrompu que Thérèse connaissait. Gabriel deviendrait quelqu'un d'autre, avec un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. « Tu dois partir maintenant », dit Marianne à Thérèse avec urgence. « Chaque minute augmente le risque. » Thérèse hocha la tête. Elle regarda Amélie une dernière fois. « Il aura une bonne vie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'il l'ait. » Puis elle partit, disparaissant dans la direction de la Nouvelle-Orléans, portant Gabriel enveloppé dans des couvertures. Amélie la regarda s'éloigner jusqu'à ce que la silhouette devienne un point minuscule, puis rien. Alors seulement elle s'effondra, ses sanglots si profonds qu'ils semblaient venir du centre même de la terre. Marianne la laissa pleurer pendant quelques minutes, puis dit, sa voix dure par nécessité, « Maintenant, tu dois te rappeler. Tu as perdu ton enfant. Il est mort ce matin, pendant que nous venions pour le baptême. Une faiblesse soudaine, quelque chose que personne n'aurait pu prévenir. Tu comprends? C'est l'histoire. C'est la seule histoire. Si tu vacilles, si tu montres le moindre doute, tout sera découvert. » Amélie hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Quand elle releva le visage, quelque chose avait changé dans ses yeux. La jeune femme douce et craintive avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus âgé. Le chagrin l'avait transformée en quelques minutes. Ils retournèrent à Belvédère avec un petit cercueil que Marianne avait préparé à l'avance, rempli de pierres pour lui donner le bon poids. L'histoire fut racontée exactement comme planifié. L'enfant était mort en route, une tragédie mais pas inhabituelle. Le père Augustin fut contacté et vint administrer les derniers rites au petit corps qu'il ne vit jamais directement, le cercueil étant déjà scellé. L'enterrement eut lieu le lendemain, dans le petit cimetière des esclaves, à l'extrémité de la propriété. Une simple croix en bois marqua l'emplacement. Amélie pleura, comme on s'y attendait, mais ses larmes étaient réelles, même si leur signification était différente de ce que les observateurs imaginaient. Elle ne pleurait pas un enfant mort, mais un enfant perdu, ce qui était d'une certaine manière encore plus douloureux. Valcourt assista à l'enterrement, se tenant à distance respectueuse. Quand Marianne lui avait annoncé la nouvelle de la mort de l'enfant, elle avait observé sa réaction avec attention. Il était resté silencieux pendant un long moment, son visage absolument inexpressif. Puis il avait simplement dit « C'est la volonté de Dieu ». Mais dans ses yeux, Marianne avait vu quelque chose de troublant. Ce n'était pas du soulagement, pas exactement. C'était plutôt une sorte de satisfaction sombre, mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la déception, comme si une partie de lui voulait que l'enfant soit mort, mais qu'une autre partie regrettait de ne pas avoir été celle qui avait pris cette décision finale. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Belvédère reprit son cours normal en surface. La récolte d'indigo continua. Les esclaves travaillaient dans les champs. Valcourt gérait sa plantation avec son efficacité habituelle. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Amélie devint une présence fantomatique. Elle accomplissait ses tâches mécaniquement, parlait rarement, et semblait exister dans un état de détachement permanent. Elle ne pleurait plus publiquement, mais Marianne l'entendait parfois la nuit, des sanglots étouffés venant de sa cabane. Les autres esclaves la traitaient avec une gentillesse inhabituelle, reconnaissant en elle quelqu'un qui avait perdu quelque chose d'essentiel. Valcourt, lui aussi, changea. Son obsession religieuse s'intensifia. Il passait des heures en prière, assistait à la messe chaque jour et commença à parler de faire des donations importantes à l'Église. Le père Augustin, qui observait ses développements avec un malaise croissant,
se demandait si Valcourt cherchait l'absolution pour quelque chose, même si le vieil homme ne savait pas exactement quoi. Un soir d'octobre, environ 6 semaines après l'enterrement de Gabriel, Marianne fut convoquée dans le bureau de Valcourt. Elle y alla avec appréhension, ne sachant jamais ce que ces convocations apporteraient. « Assieds-toi », dit Valcourt, ce qui était inhabituel. Normalement, les esclaves restaient debout en sa présence. Marianne s'assit sur le bord d'une chaise droite, les mains jointes sur ses genoux. Valcourt la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de lire quelque chose dans son visage. Finalement, il dit « Tu as été loyal envers moi pendant très longtemps. Oui, monsieur, tu me connais mieux que quiconque dans cette plantation. Mieux peut-être que je ne me connais moi-même. » Marianne ne répondit pas, ne sachant pas où cette conversation menait, ce qui s'est passé avec l'enfant. Valcourt s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « C'était la volonté de Dieu. Tu crois cela, n'est-ce pas ? » « Si vous le dites, monsieur, je veux que tu le croies. » Il y avait une urgence dans sa voix maintenant. « Je veux que tu saches que je n'ai rien fait. Que je n'aurais rien fait. Ces pensées que j'avais, c'était la tentation, mais je ne leur ai pas cédé. Tu comprends ?» Marianne le regarda directement pour la première fois depuis le début de la conversation. « Je comprends que l'enfant est mort, monsieur, et que parfois Dieu prend les décisions pour nous enlever le fardeau de les prendre nous-mêmes. » Valcourt se raidit. « Que veux-tu dire par là ? » ?»« Rien, monsieur. Seulement que les voies de Dieu sont mystérieuses. » Un silence tendu s'installa. Valcourt étudiait Marianne avec une intensité nouvelle, comme s'il essayait de déchiffrer un texte écrit dans une langue étrangère. Finalement, il dit « Tu peux partir, mais Marianne… » Elle s'arrêta à la porte. « Si jamais tu savais quelque chose que tu ne m'as pas dit, quelque chose sur cet enfant, sur cette nuit… Je voudrais que tu comprennes que certains secrets sont mieux gardés, pour tout le monde. » Marianne sentit son cœur battre plus vite, mais sa voix resta calme. « Je ne sais rien qui mérite d'être dit, monsieur. L'enfant est mort. Il est enterré. C'est tout ce qu'il y a à savoir. » Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir sombre, elle s'appuya contre le mur, ses jambes tremblantes. Valcourt savait quelque chose. Peut-être pas les détails, mais il savait ou suspectait que les choses n'étaient pas exactement ce qu'elles semblaient être. Et il avait choisi de ne pas creuser davantage, préférant laisser le mystère intact plutôt que de risquer de découvrir une vérité qu'il ne pourrait pas gérer. Les mois passèrent, puis les années. Amélie vieillit rapidement, comme si chaque jour sans son fils lui coûtait 1 mois de sa vie. Elle ne se lia jamais vraiment avec les autres esclaves, gardant toujours une distance, vivant dans un monde intérieur que personne ne pouvait pénétrer. Valcourt la laissa tranquille après cette première année, la traitant avec une froideur distante qui était peut-être sa version de la miséricorde. En 1770, la Louisiane fut officiellement transférée à l'Espagne, bien que l'administration française continue de dominer pendant plusieurs années. En 1775, Valcourt mourut d'une fièvre soudaine à l'âge de 51 ans. Son frère Philippe hérita de Belvédère et vendit rapidement la propriété, préférant ses intérêts commerciaux en ville à la gestion d'une plantation. Amélie fut vendue avec les autres esclaves à un nouveau propriétaire. Elle avait alors 26 ans, mais en paraissait 40. Marianne, maintenant trop âgée pour le travail intensif, fut gardée comme une sorte de gouvernante honorifique, passant ses dernières années dans un relatif confort. Mais avant que Marianne ne meure, en 1780, elle fit quelque chose qui hantait sa conscience depuis des années. Elle écrivit une lettre, laborieusement, avec son écriture maladroite et phonétique apprise dans l'enfance. Elle l'adressa à Thérèse, à l'adresse qu'elle avait mémorisée 12 ans auparavant. Dans cette lettre, elle demandait des nouvelles de l'enfant. Elle ne donnait aucun détail compromettant, ne mentionnait aucun nom. Elle demandait simplement si le paquet, livré il y a tant d'années, avait atteint sa destination en toute sécurité et ce qu'il était devenu. La réponse vint 2 mois plus tard, apportée par un voyageur de passage. Thérèse écrivait que oui, le paquet était arrivé sain et sauf. Il avait été confié à une bonne famille, comme promis. L'enfant grandissait maintenant sous le nom de Louis Beauchamp.
Il était élevé comme le fils d'un marchand prospère et de sa femme. Il ne savait rien de sa véritable origine. Il allait à l'école, apprenait le commerce et vivait la vie d'un jeune Français libre dans la Nouvelle-Orléans coloniale. Marianne lut cette lettre avec des larmes coulant sur ses joues ridées. Elle avait sauvé cet enfant, mais à quel prix? Amélie vivait encore quelque part, ne sachant pas que son fils était vivant, ne pouvant jamais être réuni avec lui. Gabriel devenu Louis grandissait sans jamais connaître sa vraie mère, sans savoir le sacrifice qu'elle avait fait pour lui. Était-ce le bien? Était-ce le mal? Marianne n'avait plus la force de juger. Elle brûla la lettre de Thérèse, effaçant cette dernière trace de la vérité. Puis elle mourut 3 semaines plus tard, emportant le secret dans sa tombe. Amélie vécut jusqu'en 1803. Elle avait alors 54 ans, un âge avancé pour une esclave ayant travaillé toute sa vie dans les dures conditions des plantations. Elle était passée entre plusieurs propriétaires au fil des années, chacun ne voyant en elle qu'une domestique vieillissante, efficace, mais silencieuse. Elle mourut dans son sommeil, dans une petite cabane d'une plantation près de Bâton Rouge. Les autres esclaves qui la connaissaient disaient qu'elle parlait parfois dans ses rêves, appelant un nom, Gabriel, encore et encore. Mais ils ne savaient pas qui était Gabriel. Un amant disparu, un frère vendu, un enfant mort depuis longtemps. Personne ne le savait avec certitude, et Amélie n'avait jamais expliqué. Elle fut enterrée dans un coin du cimetière des esclaves. Sa tombe marquée seulement par une pierre grossière, sans inscription. Avec sa mort disparut l'un des 3 derniers liens avec la vérité de ce qui s'était passé à Belvédère en 1768. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Car les secrets ont une manière de persister, de laisser des traces, de hanter les générations futures de manières inattendues. Louis Beauchamp, l'enfant qui avait été Gabriel, prospéra. Il devint effectivement marchand, puis investit dans l'immobilier de la Nouvelle-Orléans. Il se maria, eut des enfants, et mourut en 1832, respecté dans sa communauté. Ses descendants continuèrent à vivre en Louisiane, certains restant à la Nouvelle-Orléans, d'autres se dispersant dans d'autres États à mesure que les décennies passaient. Aucun d'entre eux ne sut jamais la vérité sur leurs origines. Ils vivaient comme des Blancs, se mariaient avec des Blancs et transmettaient leur nom et leur héritage, sans savoir qu'il y avait du sang africain dans leurs veines, si dilué que physiquement il était invisible, mais présent néanmoins. Cette ironie aurait sans doute troublé Étienne Valcourt s'il l'avait connu. L'enfant qu'il avait voulu voir mort, l'enfant dont l'existence même représentait pour lui une corruption de l'ordre naturel, avait non seulement survécu, mais avait prospéré, transcendant les barrières raciales qu'il considérait comme inviolables. Les registres de la plantation Belvédère, méticuleusement tenus par Valcourt pendant des années, furent dispersés après la vente de la propriété. Certaines pages furent perdues, d'autres endommagées par l'humidité et les insectes. Mais une page subsista, conservée par hasard dans les archives notariales de la paroisse de Saint-Jacques. C'était la page datée du 23 avril 1768. Elle contenait une seule ligne, écrite de la main nette de Valcourt. Achat esclave. Amélie, 19 ans, domestique, enceinte, environ 5 mois, ancienne propriété Duchamp Succession, prix 1200 piastres. En dessous, d'une écriture différente, peut-être ajoutée plus tard par quelqu'un d'autre, il y avait une note marginale presque illisible. Enfant né août, décédé septembre, enterré cimetière esclave Belvédère. C'était tout. 2 lignes dans un registre poussiéreux. Les seules traces documentaires d'une histoire qui avait changé le cours de plusieurs vies. Qui avait posé des questions sur la morale, la race, le pouvoir et le sacrifice, qui ne pouvaient jamais avoir de réponse simple. Si vous cherchiez dans les archives aujourd'hui, vous pourriez peut-être trouver ces documents, si vous saviez où chercher. Vous pourriez retracer l'achat d'Amélie, la naissance et la mort supposées de son enfant. Vous pourriez même, avec beaucoup d'efforts, retrouver les descendants de Louis Beauchamp, qui vivent maintenant dispersés à travers l'Amérique, ne sachant rien de cette histoire. Mais vous ne pourriez jamais prouver la vérité de ce qui s'est vraiment passé.
Vous ne pourriez jamais démontrer que l'enfant enterré dans ce cimetière d'esclaves n'était qu'un cercueil de pierre. Vous ne pourriez jamais établir avec certitude que Gabriel et Louis Beauchamp étaient la même personne. Tout ce qui reste, ce sont des fragments, des indices, des coïncidences troublantes, un achat inhabituel, une mort d'enfant opportune. Un marchand qui apparut soudainement à la Nouvelle-Orléans sans histoire familiale claire. Des ressemblances physiques entre les descendants de Louis Beauchamp et les descriptions des familles Valcourt et Duchamp qui pourraient être simplement des coïncidences. L'histoire complète mourut avec les 3 personnes qui la connaissaient vraiment. Amélie, Marianne et Thérèse. Ce qui reste est un mystère, un secret enterré si profondément qu'il est devenu indiscernable de la légende. Et peut-être est-ce approprié. Peut-être que certaines vérités sont trop complexes, trop moralement ambiguës pour être jugées avec certitude. Qui était le héros dans cette histoire? Marianne, qui avait trahi son maître pour sauver un enfant. Amélie, qui avait sacrifié son bonheur maternel pour la vie de son fils. Thérèse, qui avait risqué sa propre sécurité pour aider des étrangers. Ou même Valcourt, qui dans ses derniers moments avait choisi de ne pas enquêter sur ses soupçons, préférant laisser le mystère intact. Et qui était le méchant? Valcourt, certainement, avec ses pensées meurtrières et son obsession toxique. Mais était-il entièrement responsable? N'était-il pas lui-même un produit de son époque, de ses croyances, d'un système qui déshumanisait les autres et corrompait ceux qui détenaient le pouvoir? Les vrais méchants n'étaient-ils pas les institutions qui permettaient à un homme de posséder d'autres êtres humains, de contrôler leur vie et leur mort avec une autorité presque divine? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire, vraie ou partiellement vraie ou complètement inventée, continue de résonner. Elle nous force à confronter des réalités inconfortables sur le pouvoir, la race, la moralité et les choix impossibles que les gens doivent parfois faire quand ils vivent dans des systèmes profondément injustes. Quelque part dans les archives de la Nouvelle-Orléans, il pourrait y avoir d'autres documents. Peut-être une lettre oubliée, un journal intime, un registre de baptême avec un nom rayé et remplacé par un autre. Peut-être que la vérité attend d'être découverte par quelqu'un avec assez de patience et de détermination pour assembler les fragments. Ou peut-être que la vérité est déjà perdue pour toujours, consumée par le temps, l'humidité, les incendies, les guerres et le simple désir humain d'oublier les choses trop douloureuses à se rappeler. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'en 1768, un homme nommé Étienne Valcourt acheta une esclave enceinte pour 1200 piastres. Nous savons qu'elle donna naissance à un fils. Nous savons que cet enfant fut déclaré mort 6 jours après sa naissance. Et nous savons que toutes les personnes directement impliquées dans cette histoire emportèrent leurs secrets dans leur tombe. Le reste, tout le reste, n'est que spéculation. Mais c'est une spéculation qui nous oblige à nous demander combien d'autres histoires comme celle-ci existent dans les registres poussiéreux de l'histoire. Combien d'autres secrets sont enterrés sous des pierres sans nom dans des cimetières oubliés. Combien de personnes vivant aujourd'hui portent en elles des histoires dont elles ne soupçonnent même pas l'existence, des histoires de sacrifice, de survie, de transformation et de secrets qui ont façonné qui elles sont sans qu'elles ne le sachent jamais. Voilà l'histoire telle qu'elle peut être reconstituée à partir des fragments qui subsistent. Est-ce que cela s'est vraiment passé ainsi? Les documents suggèrent que quelque chose d'inhabituel s'est produit à Belvédère en 1768. Mais la vérité exacte reste enfouie dans le passé. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Gabriel a survécu? Que l'enfant dans ce cercueil n'était qu'un leurre? Ou pensez-vous que la mort était réelle et que le reste n'est qu'une histoire que les esclaves se racontaient pour trouver un peu d'espoir dans leur existence difficile? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a troublé, si elle vous a fait réfléchir sur les complexités morales du passé et leurs échos dans le présent, abonnez-vous à cette chaîne.
et partager cette histoire avec ceux qui apprécient les mystères historiques qui nous forcent à confronter les vérités inconfortables sur notre passé collectif. Car au final, que l'histoire de Gabriel soit vraie ou non dans ses détails exacts, elle représente une vérité plus large sur d'innombrables vies vécues dans l'ombre de l'esclavage. Des vies qui résistaient, survivaient et trouvaient des moyens de protéger ce qui leur était le plus cher, même quand le monde entier semblait conspirer contre elles. Ces histoires méritent d'être racontées, même quand, peut-être surtout quand, nous ne pouvons jamais être entièrement certains de leur vérité.